qu'est-ce que le système de régulation par quorum sensing? C'est une communication intercellulaire, donc entre bactéries. Et pour, on va dire, communiquer, ces bactéries vont échanger des petites molécules signal. J'ai un schéma qui suit dans la diade après. Et ce mécanisme donc, de quorum sensing va permettre à la bactérie donc, de répondre aux changements de son environnement. Et surtout, ce qui est important, puisque c'est, je vous ai dit, une communication interbactérie, de synchroniser à un moment donné l'expression de différents gènes au sein de la population. Donc quand ce système a été découvert chez les bactéries agar négatives, et notamment chez Pseudomonas aeruginosa, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte que les bactéries qu'on considère comme des êtres vivants de façon isolée étaient capables finalement de communiquer. Alors ici, c'est une représentation donc, des systèmes de quorum sensing chez Pseudomonas aeruginosa qui ont été largement étudiés par la fondatrice, on va dire, de notre équipe, qui était le professeur André Lasinski, et qui est maintenant à la retraite. Alors, chez Pseudomonas aeruginosa, il y a deux systèmes de quorum sensing. Les deux sont basés, donc ici la bactérie toute seule est représentée, sur deux protéines. Il y a la protéine qui est le régulateur, qui s'appelle donc LACER ou RHLR, pour leur petit nom, et qui sont les régulateurs transcriptionnels, et qui vont pouvoir se fixer à une molécule signal, qui est la protéine qui est codée par le gène LACI ou RHLI, pour les deux systèmes. Et la molécule signal, dans le cas du quorum sensing de Pseudomonas aeruginosa, est une homocéline lactone. Alors, une fois que la protéine R peut fixer son auto-inducteur, c'est l'autre doux nom de ces molécules, elle va pouvoir se fixer alors sur les promoteurs des gènes qu'elle régule et activer leur expression. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle quorum sensing? Ici, ce qui est représenté, c'est la courbe de croissance des bactéries. Et en fait, la molécule signal est libérée donc en début de croissance dans le milieu extracellulaire. Et il y a uniquement à un moment une concentration critique est atteinte dans cette molécule signal, et c'est ce qui s'appelle le quorum, que le système va s'emballer et qu'il va y avoir le début de l'activation du système et donc de l'expression des gènes. Et ce quorum est atteint à la transition de phase, à l'entrée dans la phase stationnaire de croissance. Alors ce qui est connu chez Pseudomonas aeruginosa, c'est que par les deux systèmes de régulation quorum sensing, le système LAS et le système RHL, on va contrôler l'expression des facteurs de virulence qui sont sécrétés. Donc je ne vous en ai pas encore parlé, je reviendrai sur eux, mais les protéases, l'exotoxine A, qui est l'une des exotoxines les plus toxiques de Pseudomonas aeruginosa, les systèmes de sécrétion eux-mêmes, donc la machinerie 2, la machinerie 3, la machinerie 6, on y reviendra, c'est une des données dont je vais vous parler, mais aussi d'autres types de protéines. Alors ça n'en est pas une d'ailleurs, c'est un sidérophore. Donc les systèmes d'acquisition du fer, c'est une notion qui est très importante chez les pathogènes, puisque dans le contexte d'infection, le pathogène va devoir trouver du fer qui est limitant dans l'organisme humain. Ou on peut avoir d'autres facteurs donc, qui sont toujours extracellulaires, comme les radiolipides, qui sont des biosurfactants et qui sont nécessaires donc, au caractère pathogène de Pseudomonas aeruginosa. Donc les travaux qui ont été accumulés pendant 15 années ont montré plutôt, et même si ça paraît surprenant puisque c'est une communication intercellulaire, que le quorum sensing chez Pseudomonas aeruginosa régule les facteurs de virulence dont on a besoin en phase aiguë d'infection. Alors plus récemment, justement quand le génome de Pseudomonas aeruginosa a été séquencé, on s'était aperçu à l'époque que c'est une bactérie qui avait une profusion de systèmes de régulation à deux composants. Il y en a plus d'une soixantaine, je crois. Alors ces systèmes de régulation à deux composants sont composés toujours de deux partenaires. Le senseur, qui souvent sont des protéines membranaires, qui vont donc sentir un signal qui vient de l'environnement. Et ce senseur va transmettre, c'est par une voie de phosphorylé, qui est directe ou pas, ce signal donc, à un régulateur de réponse qui, dans la plupart des cas est un régulateur transcriptionnel aussi. Alors nous, une étude à laquelle on avait participé au laboratoire a été de caractériser, on va dire qu'il y en a trois en fait, trois systèmes à deux composants qui vont permettre justement de faire, comme la notion dont j'ai parlé tout à l'heure, ces interrupteurs moléculaires entre phase aiguë et phase chronique.
parce que ce dont on s'était aperçu, c'était, donc nous dans l'équipe on travaillait sur l'ADES, c'est un senseur, alors il est appelé orphelin, voilà, orphan sensor, orphelin parce qu'il n'était pas associé sur le génome à un régulateur de réponse. Et en parallèle, j'ai oublié de mettre la référence, un groupe avec qui on collaborait à Harvard, du professeur Steve Lowry, s'était aussi lui intéressé à un autre senseur qui était orphelin. Et à peu près au même moment, on s'est aperçu que ces deux senseurs orphelins en fait convergeaient sur une voie qui était largement caractérisée chez Pseudomonas d'un système à deux composants qui s'appelait GACS et GACA. Et ce qui était intéressant, c'est que l'ADS et l'ETS convergeaient sur le même régulateur de réponse, GACA, et selon comment ils allaient interagir avec GACA, je vous passe pour la petite histoire, c'est via des petits ARN non codants. La voie LADES, si on la suit, pouf, j'ai mis le code couleur, allait permettre l'induction de l'expression des gènes pour passer en mode biofilm et, j'en parlerai après, le système de sécrétion de type 6, le numéro 1, et donc plutôt faire tendre la bactérie à se développer en mode de vie biofilm. Et au contraire, lorsque c'était RETES, les signaux reçus ne sont toujours pas connus, ça envoyait plutôt la bactérie vers un mode de vie d'infection aiguë et allait induire l'expression des machineries de sécrétion donc, que je ne vous ai pas encore présentées, de type 3 et de type 2 notamment. Alors ces machineries de sécrétion, c'est notre dada depuis X années de laboratoire. Donc c'est vraiment, là aussi peut-être le deuxième message, que ce sont les acteurs donc, en cours de phase aiguë d'infection pour Pseudomonas aeruginosa. Et cette bactérie, en fait, quand elle a été choisie, c'était dans le milieu des années 80 donc par André Lazinski, quand elle a créé le laboratoire. On savait juste à l'époque que c'était une bactérie qui sécrétait pas mal de protéines à l'extérieur, mais alors les voies de sécrétion n'étaient pas du tout connues à l'époque. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 6 machineries de sécrétion qui existent chez les bactéries à gram négatif. Et on a la chance que notre bactérie modèle d'étude est une qui en présente 5 sur les 6. Donc elle ne pouvait pas le savoir, mais des fois en recherche, c'est ce que je vous souhaite à tous, il faut avoir un peu de chance, et donc elle en a eu beaucoup. Alors ces 5 machineries de sécrétion sont représentées ici, donc avec la membrane interne, la membrane externe. Donc nous avons la machinerie de sécrétion de type 1, de type 2, de type 3, le type 4 est manquant, le type 5 et le type 6. Alors vous voyez que pour certaines d'entre elles, j'ai rajouté sur le schéma la membrane de la cellule plasmique hôte, parce qu'en effet, il y a des machineries de sécrétion comme les machines 1, 5 et 2 qui vont juste permettre la libération des protéines, des toxines dans le milieu extracellulaire, et d'autres comme machinerie de type 3 ou de type 6 qui vont au contact des cellules eucaryotes cibles permettre l'injection directement des effecteurs toxiques à l'intérieur de la cellule hôte. Alors quand je vous disais que Pseudomonas aeruginosa avait un large génome, et au niveau des machineries de sécrétion, ça s'est traduit par le fait que donc on en a 5 sur les 6, mais chacune est présente en plusieurs copies. Donc par exemple, à la fin, je vous parlerai de la machinerie qui a été le plus récemment trouvée. On a 3 machineries vraisemblablement totalement indépendantes. Donc on a tous les gènes qui codent pour les composants de la machinerie qui sont présents à 3 endroits différents sur le chromosome de Pseudomonas aeruginosa. Donc ce type 6 permet par exemple la sécrétion dont je vous parlais de protéines tout à l'heure, PGRG, HCP. Historiquement, le laboratoire s'est d'abord intéressé à la machinerie de sécrétion de type 2 parce que c'est celle qui permet de sécréter dans le milieu extracellulaire le plus de protéines toxiques et d'enzymes dégradatives. Cette machinerie, par exemple, est présente en 2 exemplaires et chacune a ses substrats qui lui sont propres. Alors, quels sont le type de protéines qui peuvent être sécrétées par Pseudomonas aeruginosa? Eh bien, là aussi, on a encore un large panel. Donc, on a dans les enzymes dégradatives des protéases, donc c'est au pluriel, c'est parce qu'il n'y en a pas qu'une, une élastase, des lipases, phospholipase C, ADP ribosyltransférase, notamment je vous ai parlé de l'exotoxine A, qui est d'ailleurs la plus forte activité, qui présente la plus forte activité pour une ADP ribosyltransférase. Et aussi, ce qui est assez caractéristique des bactéries pathogènes et qui sécrètent des protéines, c'est que la bactérie va sécréter des protéines qui ont des domaines eucaryotes.
Donc par exemple, on va trouver des protéines qui ont des activités GAP, donc GTPase Activating Protein. Donc là, on va se retrouver dans la régulation des petites protéines G et donc réarrangement du cytosquelette. On a une phospholipase A2 de type humain, où on a un gène qui code pour une adénylate cyclase qui fonctionne uniquement avec un cofacteur eucaryote. Donc des protéines bactériennes, mais qui ont des activités de protéines eucaryotes. Alors là, je vais passer donc aux première partie des résultats, je vous en avais donc 3. Donc les résultats les plus récents qu'on a obtenus donc, sur la machinerie de sécrétion de type 2. Alors elle est représentée ici. Cette machinerie est constituée donc, de composants qui sont au niveau de l'enveloppe bactérienne, de la membrane interne qui traverse le périplasme jusque la membrane externe. Et quel va être le trajet des protéines à sécréter? Donc ici on est dans le cytoplasme. Alors dans un premier temps, les protéines vont quitter le cytoplasme et passer dans le périplasme, pas par la machinerie de sécrétion à proprement parler, mais par les deux systèmes d'export de protéines qui sont présents chez les bactéries à gram négatif, qui sont le système sec et le système DAP. Et donc c'est une fois que la protéine à sécréter est libérée ici dans le périplasme qu'elle va être vraiment reconnue et prise en charge par la machinerie de sécrétion qui s'appelle XCP pour le type 2 de Pseudomonas et donc être libérée dans le milieu extracellulaire. Alors cette machinerie de sécrétion, sans rentrer dans le détail, elle est composée, comme je l'ai mis ici, de 3 parties. Donc on a ce qui vraisemblablement s'installe et s'assemble en premier, une protéine de membrane externe qui appartient à la famille des sécrétines et qui forme le pore, donc le canal, au travers duquel la protéine va rejoindre le milieu extracellulaire. Ce pore en fait est relié par ce qu'on appelle une plateforme de membrane interne, notamment ce composant qui rejoint donc une protéine transpériplasmique qui rejoint le pore. Et vraisemblablement le rôle de cette plateforme est d'énergiser le processus. Et enfin, une dernière partie, alors on revient un peu avec des structures de type pili, mais là qui resterait, donc on l'a appelé juste pseudopilus, c'est un pilus qui ne sortirait pas de la bactérie et qui en fait jouerait la fonction d'un piston pour pousser la protéine au travers du canal fait par la sécrétine. Alors les derniers résultats qu'on a eus, je vous ai dit, donc concernaient la reconnaissance du substrat dans le périplasme. Alors je ne vais pas trop en dire, puisque j'en profite pour faire de la pub à Badreddine, qui est ici au fond avec, il y en a 2 avec un t-shirt jaune, donc le plus au fond avec un t-shirt jaune, qui était dirigé en thèse par Romain Bouillou, et c'était une codirection avec Mariella Tegoni de la FMB, et qui va donc présenter sa thèse à la fin du mois, donc sur le campus Joseph Héguier le 28 octobre. Donc, sans révéler les derniers travaux de Badreddine, je vais vous donner les 2 approches qui ont été utilisées pour justement expliquer comment ce substrat a été recruté et ensuite dans le périplasme par la machinerie et sécrété. Alors il y a eu une première approche qui a été faite, donc c'est des techniques d'interaction protéine-protéine par Biacor, où donc Badreddine a travaillé uniquement avec les domaines solubles périplasmiques des protéines de la machinerie de type 2 et avec les substrats, donc notamment là dans l'exemple que j'ai choisi, avec l'élastase qui est donc une des protéines sécrétées par le type 2. Et donc l'idée a été de voir par exemple donc, sur cette manip, c'est l'ASB, donc l'élastase, qui a été immobilisée sur un chip et en rajoutant des concentrations croissantes donc, du domaine périplasmique, c'est celle-là, de la protéine qui s'appelle XCPPC, de déterminer les constantes de dissociation et donc les interactions ou non des différents composants. La deuxième approche qui a été faite en parallèle, c'était pour confirmer ces interactions par une autre approche, des approches de pull-down. Donc là, dans ce cas-là, c'est entre 2 composants de la machinerie, le domaine soluble de la protéine transpériplasmique et le domaine périplasmique du pore, parce qu'il s'étend aussi dans le périplasme, et là avec par exemple la protéine périplasmique taguée, voire une copurification d'un des domaines de la sécrétine. Alors pour